que les populismes gagnent en Europe. Alors, sur cette proposition, Dominique Sopot, de la Première ministre britannique et de sa ministre de l'Intérieur, de compter les travailleurs étrangers dans les entreprises britanniques, votre réaction ? Je trouve ça très inquiétant parce que l'espace de l'Europe, c'est un espace démocratique et la démocratie est quand même assise sur l'égalité des droits et la non-discrimination. Et là, on voit bien que ce qui se met en place à travers une course vers le populisme, c'est finalement la récupération de dynamiques de construction des sociétés qui tournent le dos à ce qu'est théoriquement la promesse démocratique, la promesse européenne. Et donc je suis assez inquiet de voir que des responsables politiques qui appartiennent historiquement au camp de la démocratie sans aucune ambiguïté puissent se placer eux-mêmes sur cette pente extrêmement glissante, parce qu'une fois qu'on s'y engage, finalement, où cela s'arrête-t-il ? À partir du moment où on fait sauter ces verrous autour de l'égalité de traitement des individus qui vivent sur un territoire, on sait très bien que ça peut aller très loin, d'autant plus qu'à partir du moment où on s'engage sur cette pente, ça veut dire finalement qu'on a aussi abdiqué le fait que l'on pouvait lutter contre les bouffées de populisme que l'on voit se développer en Europe depuis maintenant plusieurs années, avec des conséquences électorales, là dans le cadre du référendum en Grande-Bretagne avec le Brexit, ou par les scores des partis d'extrême droite tels que le Front National en France, ou toute une série d'autres partis malheureusement. Monsieur Sopot, vous voulez, en se faisant défavoriser et discriminer le salarié français et le travailleur français. C'est ça le problème. Non, mais je sais qu'historiquement le Front National... En France, nous sommes responsables politiques français, on a la priorité. Je sais qu'historiquement le Front National est pour la préférence nationale, qui reste d'ailleurs la ligne de ce parti, qui reste la ligne de ce parti, préférence que vous voulez instaurer au prix, non, elle est dans un seul sens dans ce cas-là, au prix d'un changement de la Constitution. C'est dire si d'ailleurs cette nouvelle philosophie, c'est-à-dire ce droit à la discrimination que M. Valéran de Saint-Just vient de réclamer, c'est dire... C'est populiste que je viens de dire. Monsieur de Saint-Just, s'il vous plaît, c'est dire si cette, rupture est une atteinte profonde à la façon dont la France se construit historiquement. François Gemenne, des emplois britanniques pour les Britanniques, des emplois français pour les Français, c'est une façon de voir, à votre avis, dépassée, ou au contraire, c'est ce qui nous attend à la faveur de la montée des populismes, notamment en Europe ? C'est d'abord un non-sens économique. On l'a rappelé dans le reportage, plusieurs secteurs, notamment le secteur de la santé, reposent très largement sur des travailleurs étrangers. Je pense notamment au championnat de football britannique, par exemple. Est-ce que les clubs de football seraient concernés aussi par cette mesure ? Je pense aux universités, mais je pense aussi à toute une série de secteurs comme la construction, la restauration, les services de soins à la personne. Ou aux banquiers, puisque M. Saint-Just veut faire travailler les banquiers russes. Donc si on c'est un non-sens économique. Mais par contre, il faut rappeler que cette question de préférence nationale, qui est bien entendu... Une atteinte à l'égalité des droits des individus existe déjà dans les faits. Aujourd'hui, elle s'exprime via les discriminations dont souffrent en France bien davantage qu'en Angleterre, par exemple, les travailleurs immigrés. À compétences égales, pour une même offre d'emploi, quelqu'un qui a un nom qui sonne français aura bien plus de chances d'être convoqué en entretien d'embauche que quelqu'un qui a un nom à consonance étrangère. Et donc, c'est déjà une réalité, cette préférence nationale, via les discriminations qui restent aujourd'hui un immense frein à l'intégration des étrangers dans le projet national français, appelons-le comme ça. Sylvain Sipel, pourquoi ce type de discours porté par Valéran de Saint-Just, porté par l'UKIP en Grande-Bretagne et maintenant par Theresa May, la première ministre issue du Parti conservateur, porté également aux États-Unis, mais ce n'est pas nouveau, ça ne date pas de la campagne de Donald Trump. Pourquoi ces discours-là portent aujourd'hui, font florès parmi les opinions publiques ? Je pense qu'il faut séparer ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en Europe. Il y a un aspect similaire, qui est que tout ce que dit Trump et des gens du type de Trump existent également en France. Et c'est chez Le Pen, mais on l'entend aussi beaucoup chez ce qu'on appelle maintenant les Républicains. Et on l'a aussi entendu de temps à autre, d'une manière ou d'une autre, dans la bouche du Premier ministre français. Mais cela étant, la grande différence, c'est qu'en Europe, il y a, disons, on l'a vu dans la crise des réfugiés syriens, il y a eu deux gouvernements qui se sont comportés différemment des autres, qui sont le gouvernement allemand et le gouvernement suédois. Donc il y a une immense majorité
qui a adopté une attitude similaire qui est, pour faire très court, de rejet des réfugiés syriens. Aux États-Unis, il y a eu le même débat sur les réfugiés syriens, et il y a surtout eu un immense débat sur la réalité de ceux qui sont réfugiés, qui sont depuis 2 ans maintenant des gens qui fuient des dictatures, enfin pas des dictatures, mais des situations épouvantables dans 3 pays d'Amérique centrale. Voilà, c'est le Honduras, le Guatemala et le Salvador. Bon, et qui affluent vers les frontières américaines de manière similaire à ce qu'on a vu en Europe, en Méditerranée, si vous voulez. Et aux États-Unis, il y a eu 2 camps qui se sont identifiés de manière très claire et dans lequel, disons, ceux qui représenteraient les opinions de M. de Saint-Just ou des opinions identiques ont été très entendus, mais sont restés très minoritaires ou relativement minoritaires. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous avez face à des discours qui sont extraordinairement vigoureux, on l'a entendu chez Trump, construire un grand mur, faire payer aux Mexicains, enfin, etc., tout ce verbiage, mais en face, on a eu d'abord des réponses d'Obama. La politique d'Obama n'a pas été extraordinairement avenante envers les immigrés. Mais en même temps... Il a tenté de porter quand même un projet de loi sur la régularisation. Mais il a tenté, comme son prédécesseur George Bush, de régulariser 11,5 millions de personnes. Il faut quand même savoir que 11,5 millions de personnes aux États-Unis qui sont sans papier, c'est comme si en France, il y en avait 2,5 millions. Or, on considère que c'est environ 300 000, je pense que votre contrôle, à peu près 300 000, si vous voulez. Donc, c'est quelque chose comme 7 fois ou 8 fois plus qu'en France. Donc, le discours d'Obama n'a jamais varié sur le bienfait de l'immigration, sur le fait que évidemment, l'immigration amène aussi un certain nombre de problèmes, mais les avantages sont immensément supérieurs aux inconvénients. C'est ce discours-là qu'on entend à peine en Europe. La seule personne qui l'a dit, c'était Merkel à ses compatriotes. Et ça lui coûte cher aujourd'hui, on le voit. Lorsqu'elle a dit, ce sera difficile, ça prendra du temps, mais si nous menons ma politique à terme, nous en serons amplement bénéficiaires. Mais la situation de l'Allemagne est particulière. C'est ce qu'on dit, et je conteste ça. Je le conteste, parce qu'effectivement, le grand argument consiste à dire les Allemands font moins d'enfants. C'est vrai, ils font moins d'enfants que les Français. Mais franchement, ils en font beaucoup moins. Ils ont un peu plus besoin. Mais si on veut garder les retraites dans un état peu ou prou semblable à ce que c'est actuellement, le problème français est similaire au problème allemand. Il y a un autre élément quand même, c'est que les Allemands sont très riches. La situation économique de l'Allemagne... Il y a même un débat sur cette Il y a plus de pauvres en Allemagne qu'en France. Oui, il y a plus de pauvres en Allemagne qu'en France. 200 milliards d'excédents commerciaux. Oui, l'Allemagne se porte mieux économiquement. L'Allemagne se porte mieux. Parce que Madame... Mais monsieur de Saint-Just, même quand la France se portait mieux, vous ne vouliez pas d'immigrés. Donc cet argument-là, excusez-moi. Oui, non, mais c'est possible. Oui, c'est très probable même. Ces questions comme celles que soulève Madame May en Angleterre, c'est à la faveur des montées des populismes. Non, c'est à la faveur des difficultés économiques et sociales que nous connaissons de plus en plus dans notre pays. C'est absolument clair. Alors, on nous dit c'est le populisme, vous êtes xénophobe, peut-être même raciste, vous voulez pas d'un tel, etc., etc. C'est entièrement faux, entièrement faux. C'est parce que, laissez-moi terminer, c'est parce que la situation économique et sociale des salariés français, des pauvres français et de la situation macroéconomique française est dans cet état-là que nous avons principalement ces opinions-là. Ça n'a rien à voir avec la situation économique. Je voudrais simplement rappeler 2 chiffres ici pour éclairer. En tout cas, de notre esprit, oui. En Hongrie, 56% des entreprises déclarent avoir des difficultés à recruter de la main-d'œuvre nationale et devoir faire appel à de la main-d'œuvre étrangère. C'est également la Hongrie qui est la démocratie la plus vieillissante et la plus déclinante en Europe. Si on prend donc ces arguments rationnels, quel est le pays qui aurait le plus besoin d'un point de vue économique ou démographique de l'immigration? C'est la Hongrie en Europe. Et c'est aussi le pays qui en veut le moins, vous le savez bien. C'est un débat qui est complètement irrationnel. Monsieur Gémen, vous ne prenez pas en considération, non, je pense être rationnel. Vous ne prenez pas en considération l'élément qui a toujours existé en matière d'immigration, notamment en France, c'est que un certain patronat en France et dans tous les pays s'est toujours servi de l'immigration pour peser à la baisse sur les salaires et sur les conditions de travail. Voilà. C'est un très vieil argument qu'on a entendu depuis 150 ans aux États-Unis. À l'heure actuelle, monsieur, vous avez cité le bâtiment et la restauration, le nombre de sans-papiers qu'il y a dans ces milieux professionnels. Absolument. Le chantier de Breteuil, l'avenue de Breteuil, où il y avait plus de 300 Maliens qui étaient sans-papiers. Si vous permettez, Valentin Saint-Just et Sylvain Sipel, si vous permettez, Valentin Saint-Just,
ça n'a pas grand-chose à voir, la question des entreprises qui emploient des sans-papiers dans le bâtiment, et la question de migration de Syriens fuyant leur pays. Non, c'est vrai que c'est vrai que M. Schippel en a parlé. En ce qui concerne les États-Unis, on n'avait pas abordé ce problème des réfugiés de guerre ou des réfugiés politiques ou des immigrants syriens, c'est certain. On était sur la priorité nationale dans l'embauche. Comme le disait M. Salingro. Juste une remarque, oui, qui d'ailleurs s'est suicidé suite à des attaques de l'extrême droite sur son honneur. Oui, mais passons. Il a vu M. Mauroy revenir sur sa loi. Alors, je ferai remarquer que les études économiques, M. de Saint-Just, montrent que l'immigration ne pèse pas... il se trouve que je suis agrégé d'économie et professeur d'économie, mais j'en connais quelques éléments. Non, mais vous ne pouvez pas interrompre tout le temps. On va laisser Dominique Sopo aller au bout de sa phrase. Il se trouve qu'il est faux de dire que l'immigration pèserait négativement sur les salaires. Les effets, comment dire, de ces éléments sont en fait extrêmement faibles, au pire, et nuls, comment dire, sans doute. Donc on est toujours sur une vieille, même ancienne, de la part du Front National et de l'extrême droite, historiquement, qui a constamment eu la même attitude, et M. Schippel le faisait remarquer, quelle que soit la situation économique du pays. Donc le positionnement qui est le vôtre, vous avez beau vous réclamer aujourd'hui de la situation économique dégradée du pays, mais je rappelle que le fondateur du Front National, Jean-Marie Le Pen, dès les années 60, n'était pas très favorable, me semble-t-il, pendant les 30 Glorieuses, à l'accueil de personnes d'origine immigrée en France. Donc nous avons constamment eu le même positionnement, et vous essayez de cacher ce qui est en fait votre vraie dynamique, qui est une dynamique d'un modèle de société différent, qui serait un modèle ethnicisé, un modèle dans lequel il y aurait un modèle dans lequel un modèle dans lequel il y aurait finalement des Français légitimes, des Français moins légitimes et des étrangers qui seraient amenés à quitter le territoire. Alors, mais Dominique Sopo, j'entends votre propos, sauf que le discours du Front National, le programme politique du Front National rencontre aujourd'hui de l'adhésion au sein de l'électorat français. Bien évidemment qu'il rencontre de l'adhésion pour plusieurs raisons, me semble-t-il. La première raison, il est vrai que les difficultés économiques, on le sait, développent aussi des logiques de bouc émissaire, et que deuxièmement, je pense qu'il y a un problème beaucoup plus vaste qui concerne plusieurs pays européens, c'est que l'Europe, pendant longtemps, s'est vécue, à juste titre d'ailleurs, comme quand même dominant le monde. Et qu'aujourd'hui, la vaste redistribution des cartes de la puissance au niveau mondial, me semble-t-il, n'a pas été suffisamment expliquée, et que finalement, la normalisation, entre guillemets, du poids de l'Europe dans le monde fait qu'il y a cette ambiance un peu décliniste, le fait qu'on serait les perdants de la mondialisation, alors qu'en fait, c'est une marche vers l'égalité qui est bienvenue. 6 millions de chômeurs en France, quand même, hein. Bien sûr, non mais bien évidemment. Pauvres, mais j'ai parlé des difficultés. J'ai parlé des difficultés économiques de la France. Le fait que certaines catégories ont été perdantes dans la mondialisation. Parce qu'on peut dire que globalement c'est bien, mais s'il y a des personnes qui sont de secteurs qui ont disparu, on sait bien que les phénomènes de reconversion sont extrêmement compliqués, et que donc pour eux évidemment c'est violent. On va parler avec vous, notamment François Gémen, parce que là je disais on mélange un peu les deux, mais vous justement vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur le fait qu'on sépare systématiquement réfugiés fuyant la guerre et migrants économiques. Mais je voudrais juste rappeler qu'on ne parle pas seulement de chiffres ou de concepts, qu'on parle d'êtres humains. Vallerand de Saint-Just, voilà, ce sont des êtres humains qui frappent à notre porte, et nous leur disons, vous leur disiez, notamment dans des pétitions, notamment dans des manifestations, pas de place pour vous chez nous, y compris quand il s'agit par exemple d'accueillir 60 migrants dans des villes de 6 000 habitants, quand il s'agit d'en accueillir 1000 dans des régions de 5 millions d'habitants. Vous lancez des pétitions qui s'appellent « Ma commune sans migrants ». Il faut quand même réaliser la violence de ces termes. Le fait que vous voyez les migrants ou les réfugiés comme des sortes de groupes indistincts, en oubliant que derrière ces termes, il y a des hommes et des femmes qui ont connu des situations très difficiles, et que vous réduisez systématiquement au qualificatif de migrants comme si c'était des indésirables. Monsieur Gémen, nous sommes devant un problème extraordinairement difficile à résoudre. Convient.
qui est responsable, on va pouvoir éventuellement le dire, d'avoir jeté ces populations sur les routes. On pourrait se déchirer là-dessus, ça a été fait. Nous ne portons pas de responsabilité, mais enfin bon, voilà. Je suis tout à fait d'accord pour que l'on traite toutes ces personnes de la façon la plus humaine possible. Mais pas chez nous. Au Front National, nous disons que nous ne pouvons pas, en France, les accueillir comme nous les accueillons à l'heure actuelle. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, je le vois, Monsieur Schippel, voilà, c'est pas très grave. Moi, nous avons notre opinion et notre programme à ce sujet-là. Nous devons leur dire que nous ne pouvons pas... Excusez-moi, je vais terminer. Vous m'avez reproché tout à l'heure de vous interrompre. Vous avez vu, je me permets de vous interrompre. Non, mais je me suis assagi, donc voilà. Bon. Nous devons reprendre la maîtrise de nos frontières. Nous ne pouvons plus les laisser rentrer. Le Haut Commissariat aux réfugiés doit faire son travail en ce qui concerne les réfugiés de guerre. Il y a des réfugiés politiques, il y a des immigrants économiques que nous ne pouvons plus à l'heure actuelle accueillir. Nous devons fermer nos frontières. Nous devons revenir dans leur pays d'origine, ceux qui sont sur notre sol, en les ayant traités humainement, parce que... Oui, en Syrie? Non, pas en Syrie à l'heure actuelle, mais parce qui est géré par le Haut Commissariat aux réfugiés, parce que moi, je suis, et au Front National, principalement solidaire, et d'abord avec les Calaisiens et avec les habitants du 18e arrondissement, à qui il est hors de question de faire vivre ce que le gouvernement leur fait vivre à l'heure actuelle. L'agriculteur, les agriculteurs qui sont toujours autour de la jungle de Calais, je ne vois pas pourquoi on leur fait subir ce qu'ils ont subi pendant tout l'été, avec leur récolte arrachée, tout a été saccagé, leurs bâtiments saccagés. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. C'est pour ça qu'il faut partir sur le territoire. Voilà. J'aimerais entendre Sylvain Sipel. Et créer autant de jungles qu'il y en a une au moins à Calais. Vous le savez très bien. Je voudrais parler de ces réfugiés. Ces réfugiés, il y en a de toutes sortes. C'est ce que ces réfugiés, ce sont ceux qui parviennent à arriver. Quand on prend le cas des réfugiés afghans, syriens, irakiens, il s'agit d'abord de ceux qui ont les moyens de se payer les services de ces marchands d'esclaves que sont les transporteurs. D'accord. Ce sont donc des gens qui, très généralement, sont plus fortunés que les autres. Des gens qui sont plus fortunés aussi parce qu'ils sont plus éduqués que les autres. L'idée de Merkel, qui est celle qui domine aux États-Unis, c'est que ces gens seront un bienfait pour nos sociétés qui sont elles-mêmes de plus en plus mondialisées, et leur rapport, ne serait-ce que par la connaissance des langues, mais pour une série d'autres raisons, sera un rapport très important, et d'autre part pour des motifs économiques. Et ça, c'est la vision qui manque aujourd'hui dans le débat français. On considère que les... Je suis tout à fait d'accord d'ailleurs avec cette idée. On peut être d'accord avec vous, monsieur Sipel. Oui. C'est pas une vision qui manque, on n'est pas d'accord. On peut... D'abord, il faut considérer qu'entre migrants et réfugiés, souvent la différence est très difficile à discerner. Et il faut considérer que ces populations sont d'abord un apport et non pas une charge. À ce moment-là, on peut bâtir une politique pour gérer ces populations. Il nous reste très peu de temps. Je voudrais juste avec vous, Dominique Sopo, redire de quoi il s'agit concernant la France. Ce sont quelques milliers de réfugiés syriens qui sont, enfin syriens, irakiens, érythréens, afghans, qui sont arrivés sur notre territoire. C'est quelques milliers de personnes, et quand on parle de la situation à Calais, je veux bien entendre que c'est insupportable la situation pour les Calaisiens. Je suis même comment dire, du Nord-Pas-de-Calais d'origine. Il se trouve, en l'occurrence, que ce qui se passe à Calais, c'est parce que précisément la situation n'a pas été gérée, alors que nous savions qu'il y avait une crise avec des arrivées massives et que, comment dire, notamment ça remonte aussi à l'époque de Nicolas Sarkozy, la fermeture de la frontière avec la Grande-Bretagne, le fait qu'il y ait... Non, Nicolas Sarkozy n'est pas spécialement mon ami, me semble-t-il, mais bon... Non, mais le gouvernement actuel... C'est une nouveauté, mais peut-être que j'ai plus d'amis que je ne le crois. Mais en l'occurrence, il me semble que si l'État ou les États européens s'étaient mieux comportés, nous n'aurions pas non plus ces scènes de personnes qui sont dans une forme d'errance perpétuelle sur les routes de l'Europe, ce qui est quand même assez scandaleux en 2016.